Auditeurs et auditrices de Radio Djena, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine dans l'heure du droit. Dans ce numéro, nous recevons Séverin Edor Benadé, qui est juriste fiscaliste, pour nous entretenir sur le système de contrôle fiscal en entreprise. Qu'est-ce qui le déclenche? Pourquoi doit-on l'effectuer? Quelle est son importance pour une entreprise? Tous ces points seront abordés dans cette émission. Meshak Niaro au micro, cher invité, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Un plaisir de vous recevoir. Le plaisir partagé d'être toujours avec vous. Super. Alors, dites-nous, qu'est-ce que le contrôle fiscal? Merci. Le contrôle fiscal d'entrée de jeu est la contrepartie du système déclaratif que nous avons au Togo. La législation fiscale au Togo comporte ce système qui permet aux contribuables de déclarer ses impôts, droits et taxes sans que l'administration au préalable l'oblige à y procéder. Et donc, ce système déclaratif tel que conçu par la législation fiscale permet donc aux contribuables d'aller vers l'administration, de déclarer donc la base, la taxation, l'impôt qui est dû. Et vous n'êtes pas sans savoir que trop de liberté a pour implication des abus. Et pour éviter ces abus, le législateur a pris le soin d'encadrer cette liberté qu'est le système déclaratif en mettant en place le contrôle fiscal. Et donc, le contrôle fiscal est une procédure qui permet à l'administration fiscale de vérifier l'exactitude des déclarations qui sont déposées auprès d'elle par les contribuables, la liquidation des impôts si elle est faite de façon exacte, et si éventuellement il y a des omissions, rappeler les droits qui sont éludés. Alors, si le contrôle fiscal est indispensable ou obligatoire pour l'administration fiscale, quelle est son importance pour l'entreprise? Le contrôle fiscal, comme le dit le jargon fiscal, a un rôle pédagogique au-delà des sanctions qui en découlent, qui peuvent en découler, parce qu'il peut y avoir contrôle fiscal sans sanction. Mais si éventuellement il doit y avoir sanction, la nécessité n'est pas de s'attarder beaucoup plus sur la sanction, mais l'aspect pédagogique qu'a le rôle du contrôle fiscal. Pédagogique en quel sens? Dans la mesure où le contrôle fiscal permet à l'entreprise ou au contribuable de savoir qu'en fait, ce que je fais, ce que je déclare, est conforme à la règle fiscale, est conforme à la législation fiscale pour ne pas se faire taper par l'administration fiscale. Voilà l'objectif aussi, un des objectifs majeurs du contrôle fiscal. Alors, dites-nous, est-ce qu'une raison particulière doit motiver la mise en œuvre d'un contrôle fiscal dans une entreprise? Oui, il peut avoir, par exemple, des raisons. Il y a beaucoup de raisons. Lorsque, par exemple, le contribuable estime qu'au regard des déclarations qui sont faites, elles ne sont pas exactes, elle peut demander à l'administration fiscale elle-même de procéder à un contrôle. Autre raison, lorsque les dirigeants d'une entreprise se retrouvent face à une situation et estiment par rapport à ce qui est dû comme impôt, ils estiment que c'est insuffisant, ils peuvent décider eux-mêmes aussi de requérir un contrôle fiscal dans leur entreprise. D'accord. Alors, en dehors de l'administration fiscale, est-ce qu'un expert fiscaliste ou un juriste fiscaliste comme vous peut procéder à un contrôle fiscal d'une entreprise? Bien sûr que nous pouvons, en tant que juriste fiscaliste ou cabinet de conseil fiscal, procéder à un contrôle fiscal, mais dans ce cadre-là, nous parlons beaucoup plus de la mission de revue fiscale ou d'une mission d'audit fiscal. Mais lorsque nous parlons de contrôle fiscal,
au sens de la législation fiscale, c'est beaucoup plus déclenché par l'administration fiscale elle-même. C'est contrairement à ce que nous appelons la revue fiscale qui est sollicitée par l'entreprise auprès d'un cabinet de conseil fiscal. Maintenant, en quoi est-ce qu'il va consister? Il va consister à vérifier les comptes de l'entreprise ou à vérifier si les impôts ont été payés à temps. Justement, toutes les deux possibilités. L'administration fiscale se permet de vérifier l'exactitude des droits qui sont payés, de vérifier si les déclarations ont été souscrites dans le délai. Et si tous ces éléments sont réunis, le contrôle peut aboutir à une absence de redressement. Donc voilà à peu près ce que nous pouvons dire par rapport à ce point. Oui, la dernière fois, au cours du dernier numéro de l'émission que nous avons eu ensemble, vous nous avez dit que la première année, une entreprise est, comment dire ça, exonérée d'impôts. Est-ce que pour cette entreprise aussi, elle est exonérée de contrôle fiscal? L'exonération du contrôle fiscal n'a rien à voir avec l'exonération de l'impôt minimum forfaitaire, puisque à la première année, vous êtes dispensé donc de payer l'impôt minimum forfaitaire, et dans ces conditions, cette exonération n'a pas d'incidence sur le contrôle fiscal. En dehors de l'impôt minimum forfaitaire ou du minimum forfaitaire de perception, il y a d'autres impôts dont l'entreprise est redevable. Lorsque nous parlons par exemple de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à supposer que l'entreprise vient d'être créée, mais dispose de salariés, l'entreprise a l'obligation de verser l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur les rémunérations qui sont versées à ses salariés. Et dans ces conditions, si l'impôt sur le revenu des personnes physiques a été minoré, l'administration est en droit de rappeler donc cette partie qui a fait objet de minoration, même si l'entreprise vient d'être créée ou a eu déjà un délai d'exercice d'activité beaucoup plus court. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette nuance du fait qu'une entreprise doit verser un impôt par rapport au salaire qui a été attribué aux salariés, aux fonctionnaires, aux employés, et qu'il ne doit pas pendant les 1 an là payer l'impôt pour l'entreprise en elle-même? Alors, je dis ceci. Lorsque l'entreprise vient d'être créée, l'exonération porte sur le minimum forfaitaire de perception, 1% du chiffre d'affaires. C'est ça, pour déterminer ce minimum forfaitaire de perception. Vous partez donc de la base du chiffre d'affaires, vous appliquez un taux d'1%, et le montant que vous trouvez, c'est ça qui constitue le minimum forfaitaire de perception à payer. Alors, lorsque à la fin de l'exercice, vous faites le calcul et vous vous rendez compte qu'en fait, l'impôt sur les sociétés que vous devez payer, l'entreprise doit payer, est inférieur à l'impôt minimum forfaitaire ou au minimum forfaitaire de perception, ce qui est plus élevé, c'est ce qui est dû à l'État. Mais puisqu'à qu'au premier exercice, l'entité ou le contribuable est dispensé du minimum forfaitaire de perception, même si ce minimum est supérieur à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, c'est cet impôt sur le revenu qui est dû, puisque la législation elle-même exonère donc le contribuable qui vient de débuter ses activités de minimum forfaitaire de perception. Il en est de même pour la patente, parce qu'aujourd'hui, pour les 24 premiers mois d'exercice d'activité, l'entité qui vient d'être créée ne supporte pas la taxe professionnelle ou encore appelée la patente. Mais la différence, c'est que l'exonération de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt minimum forfaitaire ou du minimum forfaitaire de perception et de la patente n'exonère pas l'entité d'autres impôts, notamment l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Lorsque l'entreprise verse des rémunérations mensuelles à ses employés, elle est tenue
de procéder donc à la retenue donc de l'impôt de l'impôt IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques catégorie salaire, de procéder donc à ces retenues et de les reverser à l'État. Donc, nous pouvons être une entité nouvellement créée. Nous avons un certain nombre d'exonérations fiscales, mais en dehors de ces exonérations aussi, nous avons des obligations, notamment l'obligation donc de retenue de l'IRPP. Et si par exemple c'est une entité qui est assujettie à la TVA, vous avez cette entreprise aussi à l'obligation de déclaration de la TVA. Et donc, ceci dit, il y a un certain nombre d'exonérations, mais au même moment, ces exonérations n'empêchent pas l'entreprise donc d'aller verser donc les impôts, droits et taxes auxquels elle est assujettie. Très bien. Alors dites-nous, est-ce que toutes les catégories d'entreprises sont concernées par le contrôle fiscal? Le contrôle fiscal ne connaît pas d'exception d'entreprise. Dès lors que vous êtes une entreprise ou une entité régulièrement constituée, vous êtes soumis, l'entreprise est soumise au contrôle fiscal de plein droit. De plein droit. De plein droit. De plein droit. Il n'y a pas d'exception relative à une entité qui ne subit pas de contrôle fiscal. Et même d'ailleurs, quand nous prenons par exemple certaines institutions internationales qui, dans une certaine mesure, sur le fondement donc de certains accords internationaux, sont dispensés de certains impôts. Néanmoins, même si ces entités, par exemple, doivent payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sur les personnes locales, les salariés locaux, l'administration fiscale a le droit de vérifier si les impôts sont bien calculés. Et s'ils ne sont pas bien calculés, rappelle les droits et en plus les majorations qu'il faut. Alors, au cours de l'exercice, est-ce qu'il y a une période particulière ou précise à laquelle il faut l'effectuer? L'administration n'a pas de période. S'il faut le prendre dans ce sens, l'administration est en droit de contrôler l'entreprise quand est-ce qu'elle voudra. Seulement que ce qu'il faudra retenir à ce niveau, c'est que l'entreprise ne peut être contrôlée que sur des exercices, sur les 3 derniers exercices. C'est ça ce que nous appelons en fiscalité le droit de reprise de l'administration. L'administration peut contrôler une entité, mais le contrôle ne peut porter que sur les 3 derniers exercices. Ceci dit, si nous sommes en 2024, l'administration a le droit de contrôler l'exercice 2023, 2022, 2021. Et donc, pour ce qui concerne l'exercice 2020, l'administration fiscale ne peut plus retourner vers cet exercice et contrôler les impôts, droits et taxes dont est redevable le contribuable. Alors, annuellement, à quelle fréquence une entreprise peut être soumise à un contrôle? Il n'y a pas de fréquence pour l'administration fiscale pour procéder au contrôle fiscal. Dès lors que l'administration fiscale dispose, puisque généralement il dispose de chronogramme, et dès que le chronogramme est établi, l'entreprise peut faire objet de vérification à tout moment. Voilà, donc il n'y a pas de chronogramme fixe ou de période prédéfinie pour dire que, bon, au cours des 12 mois, l'entreprise peut être contrôlée peut-être à partir du 6e, 7e, non. L'entreprise peut être contrôlée à tout moment, en janvier, en février, jusqu'en décembre. L'entreprise peut faire objet de contrôle fiscal. Est-ce que si, par exemple, l'administration fiscale a vent de certaines rumeurs de fraude fiscale, est-ce qu'elle peut faire une descente dans une entreprise afin d'effectuer son travail? Justement, cette question m'amène vers les formes du contrôle, si ce n'est pas anticipé. Je pourrais peut-être l'évoquer sur le champ. Oui, comme vous le dites, l'entreprise, elle est assujettie à ce que nous appelons le contrôle inopiné.
Le contrôle inopiné consiste en une procédure qui permet à l'administration de débarquer dans l'entreprise, de demander des informations et d'en disposer. Elle retourne chez elle faire les recoupements qu'il y a. Et s'il y a des écarts qui sont dégagés, elle redresse l'entreprise et l'entreprise est censée payer. C'est ce que nous appelons le contrôle inopiné. Ce que les contribuables déplorent malheureusement, parce que vous imaginez si vous êtes dans une entreprise et que vous ne vous attendez pas à ce contrôle et que l'administration débarque chez vous, euh, dans la précipitation, ce sera compliqué pour vous de compiler les informations pour les agents. Mais étant donné que ce contrôle est prévu par le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales, vous ne pouvez pas y échapper. Si elle est lancée, elle est faite et puis les conséquences suivent. Justement, parlons de ces contrôles inopinés. Est-ce qu'une entreprise ou son dirigeant peut être sanctionné parce que peut-être tous les documents ne sont pas disponibles ou qu'il y a une irrégularité, vu qu'ils n'ont pas averti avant de venir? Bien entendu, l'entreprise n'est pas avertie, mais un test de loi, dès lors qu'elle est adoptée par l'Assemblée nationale et que le législateur l'a intégrée au corpus juridique d'un pays, ce test s'applique à force de loi et s'applique automatiquement. Et donc, que l'entreprise ait connaissance ou pas, ou que l'entreprise n'ait pas à prêter des documents relatifs donc à ce contrôle, s'il y a des écarts qui sont avérés, justifiés par l'administration, elle redresse l'entreprise et elle est censée payer. Puisque, comme le dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, si tout est clean, tout est correct, l'administration ne trouverait pas d'écart. Mais si l'administration trouve des failles, des inexactitudes, c'est que, quelque part, l'entreprise a failli. Et dans ces conditions, l'administration ne peut que rappeler donc ce qui lui est dû. Est-ce que cette situation ne pourrait pas conduire à des mesures atténuantes, vu que, voilà, bon, on se dit peut-être que l'administration fiscale a débarqué en février ou en mars ou en tout début d'exercice. C'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé par payer les impôts. L'exercice suivant, en quelques mois, l'administration fiscale débarque. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas eu le temps de compiler? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures alternatives? Les mesures alternatives concernent beaucoup plus la tolérance, je dirais, administrative, dans la mesure où le contrôle inopiné n'est pas un contrôle ventilé par l'administration, ventilé ou mis en œuvre régulièrement par l'administration fiscale togolaise. Je me dis, c'est peut-être pour permettre aux contribuables de se sentir beaucoup plus heureux dans la gestion de leurs affaires. C'est pourquoi, sinon, en réalité, ce n'est pas que les tests ne l'ont pas prévu, ils l'ont prévu. Et parfois, l'administration met en œuvre cette procédure de contrôle inopiné, mais ce n'est pas régulier. Déjà, c'est un pas. C'est permettre aux contribuables de savoir organiser ou bien de se permettre de s'organiser bien avant. Et après, s'il y a un contrôle sur place, ça se fait et vous fournissez les documents qu'il faut. Et voilà. Donc déjà, si nous nous en tenons à cet aspect, l'administration en fait beaucoup plus. Le fait pour l'administration de s'abstenir beaucoup plus du contrôle inopiné constitue une sorte d'accompagnement aussi et de tolérance administrative. Vu que nous avons déjà commencé par aborder le point du contrôle en lui-même, est-ce que de manière pratique, vous pouvez nous décrire en quoi le contrôle fiscal consiste de manière pratique? Justement, parlant du contrôle fiscal sur le plan pratique, nous allons nous attarder beaucoup plus sur deux formes de contrôle. Nous avons le contrôle sur pièce et le contrôle sur place, que nous appelons généralement la vérification sur place. Alors, revenons au premier, le contrôle sur pièce. Il est encore appelé le contrôle au bureau.
Le contrôle au bureau permet à l'administration fiscale de faire des rapprochements par rapport aux chiffres, aux documents qui sont fournis par le contribuable, de vérifier s'il y a des omissions, s'il y a des inexactitudes et de rappeler éventuellement les droits qui sont éludés. Et là, dans ces conditions, dès lors que le service qui s'en charge découvre des inexactitudes ou des écarts de paiement d'impôts, ce service rappelle donc l'administration à l'ordre, rappelle plutôt le contribuable à l'ordre, et dans ces conditions, on envoie une notification de redressement au contribuable. Si le contribuable a les pièces justificatives, il répond, ce que nous appelons il fait des observations, justifie les écarts ou les inexactitudes ou omissions relevées par l'agent vérificateur et joint les documents en annexe qu'il transmet à l'administration fiscale. Si l'administration fiscale constate la véracité donc, des documents qui lui sont apportés, le contrôle donc, est arrivé à échéance. Dans ces conditions, le contrôle sur pièce est terminé suite à d'autres procédures. Ça, c'est dans le cadre du contrôle sur pièce. Alors, parlons justement rapidement de cet élément, on va aussi évoquer aussi le délai dans lequel le contribuable a l'obligation de répondre. Si l'administration fiscale envoie une notification de redressement qui est relative à un contrôle sur pièce, le contribuable dispose de, avant c'était 15 jours, aujourd'hui c'est 22 jours pour réagir. S'il ne réagit pas, si le contribuable ne réagit pas, il est forclos. Alors, c'est-à-dire, il est forclos, ça veut dire qu'il est dans l'obligation donc de payer ce qui est dû, puisque dans la notification elle-même, l'administration donc prévoit que l'absence de réponse vaut acceptation tacite des droits qui ont fait l'objet de rappel. Et dans ces conditions, si le contribuable ne réagit pas après les 22 jours, il est forclos, il n'a plus le droit de répondre et dans ces conditions, il va directement payer ce qu'il doit à l'administration fiscale. Oui, avant de continuer, est-ce que le contribuable a la possibilité de choisir le type de contrôle Non, qui lui convient? le contribuable n'a pas le droit de choisir le type de contrôle qui lui convient, dans la mesure où le système déclaratif en lui-même est un système qui permet au contribuable de déclarer ses avoirs, de déclarer ce qu'il a comme résultat. Et dans ces conditions, s'il faut encore lui permettre de choisir le type de contrôle, je crois que ce serait trop faire de la part du législateur. Et puisque, comme nous l'avions si bien défini, le contrôle fiscal n'est que la contrepartie du système déclaratif. Donc, on ne pourra pas permettre aux contribuables de disposer du système déclaratif et aussi de faire valoir le type de contrôle auquel il doit être soumis. Alors, lorsqu'on revient sur... le contrôle sur pièce. Voilà, le contrôle sur pièce, il dure en moyenne combien de temps? Le contrôle sur pièce n'a pas de temps sur lequel il doit durer. C'est plutôt le contrôle sur place qui est bien encadré. Et il y a des délais donc, qui ne doivent pas être dépassés. Mais le contrôle sur place, puisque c'est un contrôle qui s'effectue au bureau, donc l'administration a la possibilité de faire des recoupements et elle peut le faire à tout moment. Il n'y a pas de délai qui soit prévu pour dire, voilà, le contrôle sur place doit se faire dans ce tel délai. Non, il n'y a pas de délai par rapport à ça. Mais contrairement à ça, la vérification sur place est bien encadrée par des délais. Alors, le contrôle au bureau, c'est le même que le contrôle inopiné? Le contrôle au bureau est différent du contrôle inopiné.
Le contrôle au bureau est effectué par l'agent vérificateur de l'administration fiscale à partir de son bureau. Puisque, comme nous le disions, le système déclaratif permet aux contribuables d'aller déposer des documents, d'aller déclarer ses impôts auprès de l'administration fiscale. L'administration fiscale, à son tour, étudie les déclarations qui sont faites pour voir s'il n'y a pas des écarts ou il n'y a pas des inexactitudes ou des omissions. Donc, voilà ce que c'est que le contrôle sur place. C'est fait à partir du bureau de l'administration fiscale, en fonction des documents, les états financiers, tout ce que le contribuable est censé déposer auprès de l'administration. Mais le contrôle inopiné se fait sur place dans l'entreprise. L'entreprise exerce ses activités, l'administration débarque subitement et réclame donc des informations, des documents par rapport à un certain nombre d'impôts. Et le contribuable est censé donc mettre à la disposition de l'administration sur place ces documents. Donc, le contrôle, en résumé, le contrôle sur pièce ou le contrôle au bureau est fait par l'administration fiscale dans ses locaux. On envoie une notification de redressement au contribuable pour justifier les écarts qui sont relevés ou les omissions. Mais le contrôle inopiné, c'est que l'administration se déplace sur les lieux de l'entreprise pour la vérification ponctuelle. Merci. Alors, dites-nous, est-ce qu'une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective peut être soumise à un contrôle fiscal avec sanction à l'appui? Bien sûr que oui. Une entreprise qui fait l'objet de procédures collectives peut être assujettie au contrôle sur pièce ou sur place, dans la mesure où, comme vous le savez, quand les procédures collectives sont enclenchées, il y a toute une procédure qu'il faut respecter. Et par conséquent, si l'administration constate qu'il y a des droits qui sont éludés à un certain moment donné, elle a le droit de rappeler ses impôts, droits et taxes dans la mesure où ils doivent faire l'objet de paiements, mais ne l'ont pas été. Et par conséquent, l'administration est en droit de les réclamer. Voilà. Même si elle est dans l'incapacité de payer. Même si elle est dans l'incapacité de payer, l'administration peut réclamer d'abord et puis après voir l'issue de la procédure. Est-ce que si on prend le cas d'une entreprise qui a eu recours à un particulier pour exercer ce contrôle-là, à la fin, est-ce qu'ils peuvent donner les documents fournis, remettre à l'administration et l'administration va se contenter de cela? Mais si le contribuable a sollicité une mission de revue fiscale et qu'à la fin des travaux, un rapport a été présenté sur les impôts qui n'ont pas été payés et qu'en cas de contrôle, le contribuable se permet de remettre ce document à l'administration fiscale, c'est offrir à l'administration un gâteau d'anniversaire. Ah oui. Oui, parce que l'administration fiscale ne peut que se contenter de ce travail qui a été fait et profiter pour en redresser l'entreprise. Et par conséquent, généralement, les contribuables demandent ou requièrent la revue fiscale auprès donc des cabinets de conseil fiscal pour être donc en mesure, pour savoir si les impôts sont exactement payés, si la législation fiscale est respectée. Et donc, je ne vois pas non plus un vérificateur qui puisse venir demander si éventuellement il y a eu des missions de revue fiscale et demander le rapport. Je n'en ai pas encore rencontré. Alors, en fin de compte, est-ce qu'il est permis ou il est interdit de faire ça, de procéder soi-même à un contrôle et à le déposer au niveau de l'administration fiscale? Non, il n'est pas interdit, mais vous savez, le contribuable, il veut toujours payer l'impôt juste, voilà, le moins d'impôt, l'impôt juste et équitable. Et donc, s'il est révélé qu'il y a des manquements qui sont constatés,
Je parie et je présume qu'aucune entreprise ne souhaiterait déposer ce rapport auprès de l'administration. Sinon, ce dépôt se retournera contre lui, puisque l'administration ne fera que reprendre les éléments qui sont dans le rapport, rappeler les droits, et il revient à l'entité maintenant de prendre les dispositions pour justifier donc ce qui est la véracité de ce qui est dit. Or, un rapport d'un conseil fiscal, c'est un rapport qui est discuté en amont et en aval pour voir si ce que l'auditeur a révélé, ce que l'auditeur a trouvé comme manquement, insuffisance, est justifié. Et si c'est mis dans le rapport, c'est sûr que c'est justifié. Et donc l'administration, si elle se permet, donc si l'administration se prévaut de ce document, mais c'est que le contribuable au finish ne peut pas s'en sortir. D'accord. Alors, est-ce que le contribuable a la possibilité de contester les rapports d'un contrôle qui a été effectué dans son entreprise? Alors, contrôle effectué par l'administration fiscale. Oui. Bien sûr que oui. Comme je le disais tantôt, en matière de contrôle sur pièce, le contribuable dispose d'un droit de faire des observations par rapport à une notification de redressement. D'ailleurs, le livre des procédures fiscales, un des documents qui sont utilisés en matière fiscale, contient ce que nous appelons les garanties du contribuable, les droits et garanties du contribuable contrôlé. Et donc, ce n'est pas parce que le contribuable est en vérification qu'il ne dispose pas des droits. Il dispose bien entendu des droits. Donc, parmi lesquels l'obligation, puisque le droit du contribuable devient l'obligation donc de l'administration, l'obligation pour l'administration fiscale de motiver ces redressements. L'administration ne se lève pas et puis établit une notification de redressement et vous dit que bon, vous devez payer 100 millions. Puis on vous demande de venir payer. Non. L'administration procède à une motivation donc de son redressement par rapport à ces éléments que nous avons trouvés. Vous avez déclaré tel. Or, ce qui doit être déclaré est de ce montant. Nos rapprochements qui sont effectués révèlent des écarts. Ces écarts doivent être justifiés. Si vous n'arrivez pas à justifier l'écart, vous êtes censé payer. Donc, nous avons des droits et garanties qui sont prévus par le livre des procédures fiscales pour le compte donc du contribuable qui est vérifié. Donc, c'est aussi ça. En matière, par exemple, de vérification sur place ou le contrôle sur place, il y a aussi des délais qu'il ne faut pas dépasser. Il y a des délais qu'il ne faut pas de 3 mois pour les petites entreprises, les moyennes entreprises 6 mois, les grandes entreprises 9 mois. Donc, justement, est-ce que le délai accordé est suffisant pour ces entreprises de justifier, sachant très bien que beaucoup ne possèdent pas de juristes ou de fiscalistes au sein de leur entreprise? Est-ce que ce délai, il ne faut pas réviser ou reformer ce délai et le majorer? Le délai est beaucoup plus prometteur pour le contribuable que pour l'administration. Alors, le délai dont nous parlons ici, c'est un délai dans lequel doit tenir le contrôle fiscal. C'est-à-dire que lorsque l'administration fiscale enclenche la procédure, elle est censée clôturer donc les travaux avant, pour les petites entreprises, elle est censée clôturer les travaux avant la fin des 3 mois. À partir du jour où elle a commencé, elle a 3 mois pour finir. Les moyennes entreprises, 6 mois. Les grandes entreprises, c'est 9 mois. Et donc, je me dis, au lieu d'étendre encore ce délai, c'est plutôt peut-être de le ramener beaucoup plus bas pour permettre à l'administration d'aller beaucoup plus vite. Parce que pour les grandes entreprises, si le vérificateur dispose de 9 mois pour finir ses travaux, je peux vous assurer aussi que parfois c'est compliqué de finir parce que certains contribuables sont réticents à donner les informations.
Et donc, parfois, c'est compliqué pour l'administration fiscale de tenir dans le mois. Mais jusqu'ici, au regard de la pratique, nos agents vérificateurs tiennent quand même dans le délai pour éviter que l'administration ne soit fort close. Voilà. Alors, est-ce qu'il est légal pour l'administration fiscale d'effectuer, de procéder à un contrôle fiscal pour une entreprise qui a peut-être fait faillite ou qui a fermé? Oui, le contrôle fiscal n'a pas de limite par rapport à ce que vous dites, parce que ce que nous avons eu récemment, nous avons eu un tel cas, l'entreprise a fermé Oui. et l'administration se prévaut du fait qu'elle a le droit de contrôler l'entreprise. Et là, elle se permet donc de chercher où est-ce qu'il faut trouver le siège social. Tout est fermé et donc c'était compliqué pour l'administration fiscale de procéder à ces travaux. Or, en réalité, pour de bons contribuables, lorsqu'à la fin, vous savez que vous êtes en état de cessation de paiement ou qu'une procédure collective est enclenchée, il faut peut-être informer l'administration pour éviter donc de pareilles situations. Alors, lorsque la sanction survient, les cas de redressement fiscal, est-ce que les biens ou l'argent du propriétaire, du dirigeant peut être engagé? Oui, éventuellement. Si, par exemple, c'est le dirigeant qui a fait des manœuvres frauduleuses, ces biens peuvent peuvent faire partie, donc peuvent être saisis. Il faut le dire simplement, ces biens peuvent être saisis si éventuellement il est prouvé et démontré que c'est le dirigeant donc qui n'a pas bien géré, qui n'a pas fait preuve d'une bonne gestion, une gestion donc de bon père de famille. Oui. Et là, dans ces conditions, il est rappelé, il en est responsable. Maintenant, dans le cas où la gestion a été bien faite, qu'il n'était pas question de magouille ou de fraude, et que voilà, il est dans l'incapacité avec les biens ou l'actif de l'entreprise de rembourser la dette, est-ce que dans ce cas, on peut procéder à une exécution forcée ou on peut le forcer à rembourser lui-même les biens? L'exécution forcée et puis en droit, d'ailleurs, dans la mesure où nous distinguons les patrimoines, puisque le patrimoine de l'entité, de l'entreprise personne morale est différente Distincte de la justement personne de la physique. personne physique, c'est l'entreprise qui est redevable des impôts. Et par conséquent, on ne peut pas demander, si vous êtes par exemple dans le cas des sociétés de capitaux, vous ne pouvez pas, l'administration ne peut pas demander ou réclamer les impôts qui sont dus par l'entreprise à son dirigeant. Et donc, le dirigeant a son patrimoine, le dirigeant est une personne physique, l'entreprise est une personne morale. Et donc, cette distinction du patrimoine est applicable aussi en matière fiscale. D'accord. Alors, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on a dit et surtout qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le contrôle fiscal et sur lequel vous aimeriez revenir? Ce sur quoi j'aimerais revenir et qui me tient à cœur aussi, Ouais. comme ce qui a été dit, c'est le contrôle sur place. Peut-être évoquer quelques aspects de ce contrôle. Le contrôle sur place permet à l'administration de se déplacer vers l'entreprise. Et donc, l'entreprise débarque l'administration débarque dans l'entreprise. Mais bien avant, elle a l'obligation de vous informer au moins 7 jours qu'elle devra procéder. Donc, elle vous envoie ce que nous appelons un avis de vérification. Vous savez que l'administration doit venir vérifier donc les comptes. Et donc, vous apprêtez les documents. Elle vous donne la liste des documents à lui fournir pour ses travaux. Et après, donc, le travail effectué par le vérificateur, vous avez ce que nous appelons des réunions. Il y a des réunions d'étape pour que l'administration vous expose les points qui feront objet de rappel de droits, taxes et impôts. Et en dehors de ça, vous avez ce que nous appelons la réunion de synthèse. C'est cette réunion qui vient clôturer les travaux sur place.
L'administration, après la réunion de synthèse, ne peut plus revenir dans l'entreprise pour contrôler les impôts qui ont fait objet donc de vérification pendant cette période. Et après, vous recevez donc ce que nous appelons la notification de redressement. Si vous avez des observations, si vous avez des points à éclaircir, vous continuez donc par vous envoyer un écrit à l'administration que nous appelons vos observations. Et si l'administration prend en compte ces observations, si elle justifie que c'est fondé, elle les prend en compte et rabaisse le montant donc initial et le reste donc qui est dû sera payé. Mais si l'administration, du point de vue procédural, si l'administration vous envoie la notification de redressement, contrairement au contrôle sur pièce où vous avez 22 jours pour vous réagir, ici c'est un contrôle sur place et donc vous avez 45 jours. Le contribuable a 45 jours pour réagir. Et c'est le même délai qui est imparti à l'administration fiscale aussi pour vous envoyer une nouvelle donc, réponse que nous appelons réponse aux observations du contribuable. Et donc, il faut féliciter donc la législation, le législateur qui aujourd'hui a mis sur ce point le contribuable et l'administration fiscale sur un pied d'égalité dans la mesure où chacun d'entre eux dispose donc d'un délai de 45 jours pour réagir par rapport à une notification ou à des observations. Voilà, merci. Alors, ce qu'on retient de cette émission, il y a beaucoup de choses à retenir. Bien sûr. Beaucoup de choses à retenir. Alors, il faut savoir que pour l'administration fiscale, il est de son devoir de procéder au contrôle fiscal de toutes les entreprises qui sont sur le territoire. Et cela peut s'effectuer de différentes manières. Il y a le contrôle inopiné, il y a le contrôle sur place et qui va consister à vérifier les documents, à vérifier que les impôts ont été payés et que le chiffre, le montant a été payé. Et si ce n'est pas le cas, il y a d'autres sanctions qui peuvent tomber comme le redressement fiscal et bien d'autres choses. Benadé Sévérin, j'ai été fidèle. Oui, vous avez été fidèle et c'est aussi pour un ajout, c'est dire que les majorations en matière de droits simples sont de 20% des montants donc, qui ont fait l'objet de rappel. Et si nous sommes en matière de TVA, la majoration est de 40%. Donc c'est dire à quel point l'État tient à la TVA, à la taxe sur la valeur ajoutée. Oui. Merci pour cet ajout et merci pour tous ces éclaircissements et ces apports au sujet que nous avons abordé aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, madame. Oui. Alors, à vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin, merci pour la fidélité d'écoute. Dans ce numéro, il était question de comprendre et d'appréhender le système de contrôle fiscal en entreprise. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Au revoir.